Salut, je suis Meryl Mezat et vous écoutez Tropiculture, le podcast de celles et ceux qui réinventent le monde et changent notre perception. Vous êtes bien installés? Alors, bonne écoute. Vous écoutez Tropiculture. Tropiculture par Meryl Mezat. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Tropiculture, votre podcast dédié aux conversations inspirantes. Aujourd'hui, place à une personnalité exceptionnelle, une femme engagée, sensible au monde qui l'entoure, un véritable coup de cœur, et s'appelle Rukiata Ouedraogo. Une fenêtre se ferme, va défoncer la porte. La porte va s'ouvrir. Il ne faut jamais s'arrêter à la première défaite parce que c'est sûr que si moi je devais m'arrêter à la première défaite, non, je n'en serais pas là aujourd'hui. Je serais retournée chez moi au Burkina, donc ou je sais pas, j'aurais fait autre chose. Mais en tout cas, à la base, je voulais faire du stylisme. On m'a fermé la porte, mais je trouvais le moyen de faire autre chose. Le parcours de Rukiata touche, bouscule, inspire. Et c'est justement pour raconter des récits comme le sien que j'ai créé ce podcast. Alors je ne vous dis pas ma joie lorsqu'elle a accepté notre invitation. Auteure, comédienne et humoriste à la fois, rien ne l'a prédestinée à cette carrière. Pourtant, c'est à force de travail, de détermination, portée par son grand désir de se réaliser, que des chemins les plus inattendus vont s'ouvrir à elle. Depuis Rukiata écument de belles propositions, qui pour certaines ont donné lieu à de belles réalisations. Une chronique sur France Inter, un spectacle en tournée dans toute la France et ailleurs, une bande dessinée, un premier roman intitulé « Du miel sous les galettes » publié en 2020, qui est une autobiographie consacrée à sa famille et dans laquelle elle rend hommage à sa mère, mais aussi à toutes ces femmes, à toutes ces mères qui se battent au quotidien. Dans cette conversation avec Rukiata, on évoque comment elle a appris à aimer son corps, elle qui a subi l'excision dans son jeune âge. On a aussi parlé de sa chère maman, de l'importance d'être bien entourée et évidemment de son spectacle « Je demande la route ». Bonsoir Rukiata. Bonsoir Meryl. Très heureuse de te recevoir dans cet épisode de Tropiculture. Merci de nous faire cet honneur. Écoute, c'est moi qui suis honorée, je suis ravie d'être là. Merci infiniment. Alors, Rukiata, j'aimerais que l'on remonte un petit peu. C'est un peu l'exercice que l'on fait souvent dans ce podcast. C'est de toujours commencer un peu là où tout a commencé. Voilà, dans l'enfance. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler, cette enfance au Burkina, quelle a été la petite fille Rukiata, comment elle était? Est-ce qu'elle était toujours aussi enjouée, pleine de vie, de vigueur, comme l'adulte que l'on a aujourd'hui? Je pense que si maman était là, elle vous aurait mieux raconté que c'est moi. Vrai, ah, oui. C'est vrai. Non, mais oui, des souvenirs, oui. J'ai eu une enfance chaleureuse, très, très protégée par mes parents, oui. Surtout par ma mère. Une enfance joyeuse puisque j'avais plein de grands frères et grandes sœurs, puisque je suis la dernière d'une fratrie de 7 enfants. Oh, la chouchou. Voilà, absolument. Donc, j'avais droit à tout. Ouais. La petite protégée, la petite dernière. Et voilà, en même temps, bien cadrée quand même, parce que j'ai eu des parents qui tenaient à ce qu'on soit bien élevé, à ce qu'on puisse respecter les autres. En tout cas, voilà, le respect était au sein de la famille, et l'amour et surtout le rire. J'ai grandi dans un milieu où on rigole beaucoup, et on continue à rigoler d'ailleurs. Donc voilà, vraiment très chaleureux. Et quels sont ses rêves de cette petite Rukiata à l'époque? Petite fille coquine, très très coquine. Mm-hmm. Et dès toute petite, j'aimais m'entourer des grands. J'allais vers les grands, les personnes plus âgées que moi. Je posais plein de questions. À chaque fois, je me souviens, maman m'envoyait chez papa, papa me renvoyait chez maman. Quand je posais des questions auxquelles ils ne pouvaient plus répondre parce qu'ils étaient fatigués. J'étais très curieuse aussi. Et parfois, je jouais seule. J'étais quelqu'un qui aimait aussi. Maman disait que je ne pleurais pas du tout beaucoup. Vraiment, j'étais une fille assez sage. Et quand j'avais faim, par contre, oui. Et ça, c'est
en tant qu'adulte, hein, toujours. Hein. Moi, je suis gourmande. Et quand mon ventre n'est pas plein, c'est des problèmes. Donc voilà, je pleurais juste que quand j'avais soit un petit bobo ou soit quand j'avais faim. Mais sinon, elle pouvait me laisser là. Voilà, donc je pense que... Et puis avec maman, on a eu une connexion très très forte, hein, puisqu'il y a eu un drame dans ma famille. Mon père a été injustement jeté en prison, accusé de détournement de fonds puisqu'il travaillait dans les finances, il était agent des services financiers et c'est lui qui payait les fonctionnaires de la sous-région chaque mois, c'est lui qui les donnait leur pécule, leur salaire. Et un jour, il y a eu une forte pluie et la banque a été cassée. Et papa gardait l'argent dans son bureau, en fait. Et donc, l'argent s'est volatilisé et des gens ont trouvé le moyen de dire que c'est papa qui avait détourné cet argent. Et moi, j'avais 6 mois à l'époque. Donc, j'ai développé quelque chose de très fort avec maman. En fait, le fait d'être accroché à elle, c'est important. Hein, les mères qui mettent leurs enfants au dos, qui sont tout le temps avec eux. Donc, ça m'a forgé quelque chose de très fort avec maman, puisque je ressentais quasiment tout. Du coup, maman, elle a été beaucoup plus protectrice. Comment elle a dû gérer à ce moment-là avec ce drame qui est arrivé dans la famille? Oui, exactement. Ce drame est arrivé dans ma famille, mais maman a géré les deux côtés. Hein. Elle a joué le rôle de maman et le rôle de papa, puisqu'elle a tenu absolument à ce qu'on puisse garder la même ligne de conduite. Donc, continuer comme si papa était à la maison. Donc, elle jouait les deux rôles. Et mes frères étaient un peu plus grands, donc ils ont compris. Ils ont compris la nécessité de rester soudés et d'aider aussi maman. Donc, les plus grands s'occupaient des plus jeunes et ils étaient assez compréhensifs. Et maman a travaillé dur. Elle a travaillé très, très dur parce qu'elle voulait que mes frères, à l'époque, continuent à aller à l'école. Même si une de mes grandes sœurs, la plus âgée, a proposé à maman de rester à la maison pour l'aider, elle a dit non, tu dois aller à l'école. C'est très important l'éducation pour toi. Donc, elle a tout fait pour que... Donc, elle a vendu des galettes devant sa porte. Et puis, elle a vendu une grande partie de ses biens, puisque maman, c'est une femme qui aimait les beaux vêtements, les basins brodés, tout et tout. Elle achetait plein de vaisselle aussi. Elle a dû s'en débarrasser en fait, pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille et faire sortir papa de prison aussi. Je suis très heureuse qu'on ait cette conversation parce que c'est aussi l'occasion de lui rendre hommage et de rendre hommage aussi à toutes ces mamans, à toutes ces femmes qui luttent au quotidien, à la fois pour la survie de leur propre famille, mais aussi pour protéger les leurs. Vous vous êtes saisie de cette histoire pour en faire un roman. Exactement. Parlez-nous un peu de ce processus qui vous a conduit justement à l'écriture du roman. Vous étiez très jeune, très petite, vous étiez un bébé à l'époque. Et comment s'est fait la transmission avec maman, j'imagine, de cette histoire? Alors, il faut savoir que cette histoire, ça a duré 7 années quand même avant que papa ne soit vraiment, je veux dire, sorti d'affaires. Donc, maman a, grâce à l'éducation, encore une fois, hein, maman parlait le français. Je pense que si elle n'avait pas été à l'école, ça allait être très compliqué pour elle. Elle s'est levée, elle s'est battue, elle est allée voir les juges, elle est allée voir des avocats. Enfin, elle a fait le chemin entre Fada et Ouaga, qui est quand même à 240 km. Et à l'époque, c'était des voies pas goudronnées, donc c'était très compliqué. Il fallait qu'elle prenne le bus. Et c'était des heures de route pas faciles. Donc, vraiment, elle s'est bataillée, elle a tout fait. Elle a trouvé des gens sur son chemin qui l'ont aidée. Elle a réussi quand même à faire sortir papa de prison au bout de quelques années. Je ne me rappelle plus, je pense au bout de 4 ans ou 3 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Et surtout, il y a quelqu'un qui comment on va dire ça, qui voulait absolument garder papa en prison. Enfin, le juge, on n'a pas compris pourquoi. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me pose la question. Donc, en fait, j'ai des éditeurs qui viennent me voir. Voilà, l'histoire commence comme ça. Parce que je suis active sur les réseaux sociaux et j'ai un parcours assez atypique puisque j'ai fait plein de choses. Qui me contactent et qui me disent, écoutez, Rukiata, on suit vos publications, on aime beaucoup le contenu de vos réseaux sociaux et on pense qu'un livre sur vous serait vraiment quelque chose qui pourrait être bien.
Et moi, à l'époque, j'ai remercié. Je me suis dit, mais c'est sympa, c'est gentil. Ah bon, je fais des choses comme ça et ça plaît, ça touche et ça parle aux gens. Mais sur le coup, j'étais sur la retenue. Parce qu'il y a mon spectacle, Je demande la route, qui parle déjà d'une partie de ma vie, pas tout. Voilà, d'une partie de ma vie, mon parcours depuis mon enfance jusqu'ici en France, à mon intégration à la vie française et surtout à trouver du travail jusqu'à me retrouver sur scène. Donc mon spectacle Je demande la route parle de ça. C'est le parcours initiatique d'une jeune fille qui se retrouve dans un pays où malheureusement rien n'est fait pour elle en fait. Voilà. Donc il faut qu'elle se trouve. Et doit trouver ses repères. Exactement. Donc tout de suite j'ai dit bah non, en fait je parle déjà d'une partie de ma vie, donc j'ai pas trop envie, et puis je trouve que j'ai pas assez vécu, voilà, pour poser des choses tout de suite quoi sur ma vie. Par contre, j'ai une histoire, c'est celle de ma mère qui m'avait raconté à l'époque, et moi j'avais pris des notes en fait. Et puis 2 années avant que les éditeurs ne me contactent, maman était venue me voir à Paris, et c'était l'occasion de se retrouver entre femmes quoi, et de parler de ça, et on a commencé à parler de ça. Et moi, j'ai pris un cahier et j'ai commencé à noter. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est une histoire qui pourrait être bien en écriture. Mais jamais je pensais un jour prendre mon ordinateur et écrire un livre, un roman. Voilà, je n'avais pas ces prétentions-là. Et je propose cette histoire aux éditeurs qui me font « Oh, mais c'est formidable, écoutez, on vous donne carte blanche, écrivez et puis on va voir. » C'est génial. Mais j'ai jamais écrit plus de 30 pages puisque mes spectacles voilà, sont autour de 20 pages, 25 pages. J'ai jamais écrit plus de 30 pages. On vous fait confiance, on sait que vous arrivez. Et voilà, et c'est comme ça, l'histoire a commencé. Et ça a donné voilà, lieu justement à un bel objet. Livre, voilà. Et je me suis dit, voilà, en même temps, c'est vraiment pour rendre hommage à ma mère et à toutes les femmes africaines qui se battent tous les jours comme des diablesses. On le voit partout, voilà, les femmes sont vraiment au premier rang, elles se lèvent tôt le matin, elles se couchent tard le soir, elles sont toujours présentes pour leurs enfants, pour leurs maris, pour leur famille, et voilà. Pour moi, c'était vraiment une façon de rendre hommage à la femme avec un grand F, voilà, à la femme vraiment pour magnifier la femme et montrer aussi ce qu'elle porte, surtout le poids des traditions. Vous le faites très bien. D'ailleurs, aux côtés de votre mère, vous militez pour l'autonomisation des femmes. Votre maman a mis en place une association. Exactement. J'aime bien dire ce proverbe-là. Une femme qui est libre, c'est toute une société qui est épanouie. Absolument. Je pense que l'épanouissement de tout le monde passe par la femme. Parce que vous voyez, on a la mère qui est à la maison. Si maman est libre, si maman est épanouie, les enfants ne peuvent pas ne pas être épanouis. Le mari ne peut pas ne pas être épanoui. Parce qu'une femme bien dans sa peau, bien dans sa tête, bien dans son corps et dans son esprit, elle va prendre soin de sa famille. Il n'y a pas de raison pour ça. Donc c'est pour ça que je passe toujours. Et la femme, avant de devenir femme, elle est jeune fille, elle est enfant. Et c'est pour ça que je milite absolument pour qu'on prenne soin des petites filles. Des petits garçons aussi, c'est important. Mais vraiment les filles, parce qu'elles sont reléguées beaucoup au second rang. Donc voilà, donc c'est pour ça que je milite contre l'excision, parce que moi j'ai subi l'excision à l'âge de 3 ans. Je sais ce que c'est, je suis devenue mère. Je sais ce que c'est qu'une femme qui a été excisée quand elle accouche, la douleur qu'elle peut avoir. Donc voilà, je ne veux pas détailler tout ça, mais voilà, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, je suis l'heureuse maman d'un petit garçon de 3 ans bientôt. C'est génial. Et voilà, et pour moi, je me dis que les femmes ne devraient pas avoir à vivre ça. Déjà, la grossesse, c'est pas facile. Alors, si on rajoute cette douleur... On va y revenir voilà, tout à l'heure. C'est très difficile. J'aimerais que l'on parle un peu de cette Roukiata qui est devenue aujourd'hui une comédienne, une femme accomplie, auteure aujourd'hui également. Et pourtant, rien ne vous prédestinait finalement à être la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous étiez plutôt celle qui aimait la mode, qui se rêvait être styliste. Vous avez un petit peu bourlingué dans le monde du maquillage, ainsi de suite. Qu'est-ce qui, et à quel moment vous vous êtes dit, finalement, c'est ce chemin, celui dans lequel vous êtes, que je vais embrasser? En fait, je ne me suis jamais dit en fait ça. D'accord. Je pense que c'est ça, en fait. Je ne vois pas... je peux te dire que maintenant, avec l'âge, je me mets un peu plus de barrières. Mais avant, j'étais quelqu'un qui... C'est pas que je ne réfléchissais pas, mais moi, je saisis les opportunités. Voilà, il y a une occasion. Et puis, j'ai cette soif de vivre. Vous savez, j'ai perdu un de mes frères à l'âge de 33 ans. Et avant l'âge de 33 ans, je pensais que j'allais mourir.
Je ne sais pas pourquoi je m'étais accrochée à cette idée. Et pour moi, vivre, c'est primordial. Il faut saisir et encore aujourd'hui, et parfois mon mari me dit, bon bah, c'est bon, Rukiata, voilà, d'accord, on a assez de projets comme ça. on va laisser un peu se reposer. Voilà, moi, je me dis que tant que j'ai rien, j'aime bien avoir une bouée de secours. J'aime bien avoir un projet, même si là, je n'ai rien. J'aime bien savoir ce que je vais faire demain. C'est ma façon de vivre aussi, c'est une soif de vivre, c'est une rage de vivre. Et je pense que parfois, c'est un peu crevant, un peu fatigant pour moi-même. Donc parfois, c'est pour ça que depuis quelque temps, surtout quand j'ai eu mon fils... Ça change, voilà, devenir maman. J'essaie de m'apaiser, parce que j'ai un petit bout. Il ne faut pas speeder, il faut apprendre à vivre à ralenti. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je regarde mon parcours, rien ne me prédestinait à ce que j'ai aujourd'hui, à ce que j'ai fait aujourd'hui. Même moi, parfois, je suis surprise de me retrouver dans des endroits où je me dis je sais pourquoi je suis là, c'est pas à moi d'être là. Voilà, j'ai eu ça. Souvent, j'étais illégitime, je me sentais illégitime. Mais en fait, et heureusement, j'ai un homme qui est formidable. J'ai mon mari qui est toujours là pour me dire, mais non, regarde derrière toi. T'as vu comment t'as bossé? Ça fait 15 ans que tu fais ce métier. J'étais connue, tu faisais tout toute seule. Tout toute seule. J'avais pas de maison de production. Je sortais, je faisais mon spectacle, j'écrivais mon spectacle, je le mettais en scène. Je faisais mes affiches. C'est mon mari qui me photographiait. Et j'allais afficher les affiches dans la rue, sous la pluie. J'ai subi des moqueries, des gens qui me disaient, mais tu vas jamais t'en sortir. Tu travailles et après tu investis ton argent dans des salles. Ça ne sert à rien. Tu vas juste perdre de l'argent. Même de la famille proche qui m'a dit ça. Aujourd'hui, voilà, je vis de ça. Qu'est-ce qu'on retient de ça? C'est de ne pas abandonner. Non, qu'il ne faut jamais lâcher. Jamais abandonner, jamais lâcher. Jamais. Croire en ses rêves. Et c'est ce que je disais pas plus tard qu'il y a une semaine. Je disais que quand une fenêtre se ferme, va défoncer la porte. La porte va s'ouvrir. Il ne faut jamais s'arrêter à la première défaite parce que c'est sûr que si moi je devais m'arrêter à la première défaite, non, je n'en serais pas là aujourd'hui, je serais retournée chez moi au Burkina, donc, ou je ne sais pas, j'aurais fait autre chose. Mais en tout cas, à la base, je voulais faire du stylisme, on m'a fermé la porte, mais je trouvais le moyen de faire autre chose. Et aujourd'hui, je vais revenir au stylisme, c'est des projets qui... C'est génial. Voilà. Tout est possible. Tout est possible. Mais beaucoup de travail en tout absolument, cas. Beaucoup de travail. Oui. C'est la clé, on va dire. C'est la clé. Beaucoup de travail et beaucoup de... il faut cadrer les choses. Il ne faut pas s'éparpiller. C'est vrai que je mène plusieurs projets en même temps. J'ai fait une BD, j'écris, j'ai mon spectacle, j'ai mes chroniques. Donc c'est vrai que ça fait un peu... Mais voilà, mais il faut vraiment... Tout ça est organisé d'une certaine manière. Tout ça est organisé. Ouais. C'est génial. Vous avez évoqué tout à l'heure quelque chose qui est un sujet brûlant, qui est l'excision. Vous avez vécu ça dans votre chair. Comment aborde-t-on sa vie de femme quand on a été touché, brutalisé de cette manière-là? Alors c'est très difficile et puis moi je vais parler en mon exemple. Je ne peux pas me comparer aux autres parce qu'il y a des degrés d'excision et puis en fonction de comment les gens sont aussi. Moi c'est vrai que j'ai découvert en fait, vraiment en réalité j'ai découvert que l'excision était une abomination à l'âge de 20 ans quand je suis arrivée en France. Pour moi, c'était tout à fait normal et c'était même quelque chose d'assez flatteur pour nous les femmes puisqu'on nous bourre le mou en fait en nous disant que c'est pour notre bien, c'est pour qu'on ait un bon mari. Voilà, c'est quelque chose qui est bon pour le corps de la femme. Et en fait, finalement, on se rend compte que non, pas du tout. Et moi, j'ai découvert ça en arrivant en France ici, en me rendant compte qu'il y avait une part de moi qui me manquait à l'époque. Voilà. Et donc, tout de suite, j'ai eu honte, en fait. J'ai eu honte d'en parler, surtout à mon entourage, à mes copines. En fait, c'est grâce à mes copines, parce qu'on a commencé à parler de sexualité. Et c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais été mutilée et que c'était quelque chose d'abominable qu'on a fait à mon corps. J'ai pris conscience et tout de suite, c'était un rejet de mon corps et puis une honte. Et puis, finalement, c'est des questionnements. Tu te poses la question, comment est-ce qu'on a pu te faire ça ? Ta famille qui t'aime, à qui tu fais confiance et qui t'envoie entre les mains d'une femme qui va enlever une grande partie de ta féminité.
Et puis après, c'était ok, d'accord, un refoulement. Je refuse. Je ne suis pas cette personne qui est plus bas que rien. Donc voilà, une fuite, hein. Mais finalement, ça nous rattrape. On a beau mettre les choses sous les tapis pour dire que ça va passer, ça ne passe pas, ça nous rattrape. Et c'est à l'âge de 30 ans que j'ai vraiment pris conscience de ça et que je me suis posé plein de questions et j'ai fait un travail sur moi. Et à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait des structures qui pouvaient aider des gens de mon cas, en fait. Et j'ai essayé d'aimer mon corps. J'ai essayé, ça a mis beaucoup de temps. Seule, hein, sans aller voir un psy, je ne suis jamais allée voir un psy. Donc seule, j'ai fait vraiment un travail dans ma tête en me parlant de temps en temps, en me disant des choses que j'étais une belle personne, que j'étais quelqu'un de bien. Et puis finalement, on arrive à pardonner sa famille, on arrive à s'accepter. Donc la honte commence à partir un peu. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est l'écriture. C'est un long processus. Oui. Et moi, la chance que j'ai, c'est que je monte sur scène. Le fait d'avoir pu réussir à écrire, puisque dans mon spectacle, j'en parle. Finalement. Et le fait d'en parler en public, ça m'a libérée. Et aujourd'hui, ce n'est plus ce poids. Et je me souviens, la première fois que je suis montée sur scène, quand j'ai joué l'excision, le passage de l'excision, mais c'était... Je chialais, en fait. Je pleurais. À chaque fois, je pleurais pendant longtemps, je pleurais sur scène parce que voilà, c'était une torture en fait pour moi de sortir ça. Et puis finalement, au fur et à mesure, il y a des mots où c'était compliqué pour moi et j'avais même peur d'oublier mon texte parce que c'était très compliqué. Et aujourd'hui, au bout de, je ne sais plus, on est plus à plus de 800 représentations. Je me sens épanouie, je me sens libre, je me sens bien parce que voilà, j'ai pu sortir ça et aujourd'hui, je ne dis pas que les traces sont là encore, mais voilà, j'ai fait du travail sur moi et aujourd'hui, je vis bien. Il ne faut pas oublier d'avoir aussi quelqu'un. Mon mari est formidable, je le dis encore. Voilà, c'est quelqu'un qui m'accompagne et qui comprend et surtout qui me dit, voilà, t'es jolie, t'es magnifique. Ça, c'est important aussi d'avoir des gens en face de nous qui nous le donnent, qui nous le rendent comme ça. On retient une chose, c'est que la parole libère. Oh oui. Il faut parler, il faut libérer sa parole. Il faut être bien entouré. Il faut être bien soutenu pour traverser ce genre de situation. Je pense que c'est les bases même de la réussite. C'est les bases d'avoir de l'amour, des gens qui te témoignent de l'amour, des gens... C'est pour ça que je dis à la jeunesse, à certaines personnes qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, « Mais comment tu fais, Rukiata? T'as été excisée, mais t'as toujours le sourire. » Mais une fois, il y a un journaliste qui m'a dit, « Mais on vous voit vos photos sur les... Vous n'avez jamais de problème. Hein? » Ah ben si, j'ai des problèmes, mais j'essaie de... Je les aborde différemment. Voilà, je les aborde différemment. Et moi, je pense que c'est ça qui fait ma force. En tout cas, je le définis comme ça. C'est vraiment tous mes bobos, tous les mots. J'ai réussi à passer outre. J'ai réussi à dépasser ça. Et une fois que vous arrivez à accepter ça, et surtout ses défauts, parce que moi, j'avais tous les handicaps pour ne pas être comédienne. Hein. Non seulement je suis dyslexique, non seulement comme on le dit, j'ai un accent coupé au coupe-coupe quand je parle. Donc, je ne sais pas, j'ai mangé peut-être trop de piment, donc ma langue est lourde. Il y a quelqu'un qui m'a dit, votre langue est fainéante. Donc ma langue est fainéante, il ne prononce pas bien les mots. C'est pas possible. Voilà. J'ai dit, peut-être c'est mon piment, hein. J'ai mangé trop de piment, donc la langue est fatiguée, elle ne peut pas bien parler. J'ai fait tous les exercices, mais voilà, j'ai cet accent qui est là. Et au début, c'était vraiment un handicap. Hein. Oui. Les gens me le renvoyaient comme un handicap. Le problème, c'est ça, c'est que les gens, la société t'indexe et tu finis par dire, oui, tu es ça. Alors que pas du tout. On te met dans une case. Exactement, voilà. Ouais. Mais moi, j'ai réussi à penser en dehors de la case. Exactement. Hors cadre. Penser voilà. hors cadre. Et c'est pour ça que je dis à la jeunesse et aux gens avec lesquels je discute, par exemple, après mes spectacles, je fais toujours des bords de scène. C'est bien. Et je vois les gens, les associations, les élèves. Beaucoup d'enseignants amènent leurs élèves voir mon spectacle et je les parle. Et pour moi, c'est la confiance. C'est quelque chose de très important. Ayez confiance en vous et surtout, allez-y, quoi. Quelle est la chose qui a le plus compté dans votre parcours? Je pense que toutes les choses ont compté. Parce que je pense que c'est toutes ces choses-là que j'ai posées, petit, bout à bout. Chaque petite exactement, qui a fait de Rukiata ce qu'elle est aujourd'hui. De moi, c'est que je suis aujourd'hui. Je pense que si
dans tous ces éléments, j'enlevais juste un, ça ne va pas marcher. Donc, du coup, pour moi, tout compte, en fait. Tout compte. Mes défaites, mes peines, mes joies, mes espoirs, mes combats, je pense que tout compte aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que je suis celle que je suis en face de vous aujourd'hui. Et du coup, j'ai envie de vous demander, où trouvez-vous la force, finalement, pour avancer, pour monter tout ce que vous montez comme projet, relever tous ces défis? La force, déjà, moi, j'ai vu maman, comment elle s'est battue, et je me suis dit, ma mère, c'est une battante. Je vois mes sœurs, mes tantes, et puis d'autres femmes autour de moi que j'ai vues. Voilà, c'est des femmes qui m'ont montré l'exemple. Avec un rien, elles peuvent transformer des choses. Moi, je me souviens quand on n'avait pas à manger, maman, avec de la salade, avec du sel et peut-être un peu d'huile, et parfois, il n'y avait même pas de l'huile, elle réussissait à faire quelque chose et on mangeait. Donc, avec un peu. Il suffit de mettre de l'amour, de la conviction et d'y croire. Donc voilà. Et aujourd'hui, moi, je peux dire que c'est ma famille aussi, mon mari et puis mon fils. Moi, c'est mes deux gars sûrs, comme je les appelle. Voilà. Et puis, il y a des gens aussi qui me portent. J'ai des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Voilà, et j'ai des frères et des sœurs qui nous ont dévancés et qui nous ouvrent les portes. Je parle à Alain Mabankou qui m'a invité à 2 reprises à son festival des Atlantides. Je parle à plein de gens qui m'envoient des messages et qui me portent. Et moi, ça me donne des ailes, quoi. Voilà, c'est tout un tout. Et voilà, c'est mon public, c'est mes amis, c'est ma famille, c'est mon fils, c'est mon mari. Et puis je me dis, si je ne le fais pas, qui va le faire à ma place? Personne. Voilà. Qu'est-ce qui rend Rokiata la plus un heureuse? plat de mafé me rend heureux. C'est le bonheur aussi, c'est de savoir apprécier chaque instant en fait. Le bonheur, on dit, c'est pas une trajectoire. Enfin, le bonheur est une trajectoire et non une destination. Donc moi, le fait d'être heureux, c'est pas parce que j'ai accompli quelque chose. Je trouve le bonheur dans le processus, dans le cheminement jusqu'à la chose. Parce que si la chose s'arrête, il faut trouver autre chose. Voilà. Pour moi, c'est ça, d'apprendre, d'ouvrir un livre qui me plaît, de manger un plat, de voyager, de rigoler, de cuisiner. J'adore cuisiner. Donc voilà. Et puis, cet instant, c'est un bonheur pour moi de partager tout ça avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rokiata. On va terminer par évoquer quand même votre spectacle. Vous repartez du coup en tournée là? J'ai encore quelques dates en Île-de-France, en province, en Suisse aussi, en Allemagne. Et bientôt peut-être dans les instituts français d'Afrique francophone. C'est en train de se faire là. Donc voilà, c'est pas encore bien posé, mais en tout cas j'y crois. Et de toute façon, les informations, on les aura sur notre exactement, site internet, sur Instagram. Voilà, sur Instagram, je suis quelqu'un qui échange beaucoup avec son public et tout ce beau monde. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'association dont vous êtes la marraine pour terminer? L'association, donc je suis très contente, comme on le disait en préambule là. C'est super parce que moi, je suis très honorée que les femmes puissent entreprendre des activités. Donc, on a pu financer quelques femmes. Il y a 25 femmes en tout. Là, on a pu financer une trentaine de femmes et qui font un travail formidable. Et ça, c'est bien aussi de voir qu'on se bat pour apporter quelque chose. Le peu, hein, c'est vraiment très, très peu. C'est que j'ai pu apporter à ces femmes-là. Aujourd'hui, elles en ont fait quelque chose de formidable. Elles sont regroupées, elles s'entraident et puis elles travaillent dans la bonne humeur. Quand maman m'envoie les vidéos de ces femmes-là, j'ai envie de sauter et d'être à Fada quoi, pour être avec elles à cet instant précis parce que ça les apporte quelque chose, de la joie aussi d'avoir une activité, ça c'est important. Et donc oui, j'espère que des gens vont nous entendre et encore continuer à donner. On a un PayPal, pas un PayPal, comment ça s'appelle, Opal, un compte Opal qui est ouvert et voilà, on continue à demander des fonds. Et là, moi, je fais des soirées, je rencontre des gens et je me bats encore pour que ces femmes-là puissent avoir de l'argent pour continuer à nourrir toutes ces personnes, toutes ces familles et que ce soit des femmes libres. On veut des femmes libres. Et épanouies, complètement. Épanouies, voilà. Oui. Donc, je pense que c'est tout ce qu'on peut souhaiter dans le monde. Hein. C'est les femmes qui portent le ciel. Merci Rokiata pour ce moment. Merci à vous. C'est un plaisir, vraiment.
Et c'est la fin de cet épisode. Merci infiniment à Rukiata Ouedraogo d'être passée au micro de Tropiculture. Merci à elle d'avoir partagé avec nous sa bonne humeur, sa détermination, ses engagements et bien plus. Si vous avez aimé l'épisode, merci de nous faire part de vos retours. Un commentaire et un maximum d'étoiles de votre part sur Spotify ou Apple Podcast aideront le podcast à progresser et à gagner en visibilité. Tropiculture est un podcast de Meryl Mezat. Cet épisode a été réalisé par Rokamédé Bonzouzi, à la programmation Russell Morley Moussala. La musique du générique est signée évidemment par Émile Biayenda. Merci de votre écoute et surtout n'oubliez pas de partager le podcast autour de vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Dernière chose, prenez soin de vous. Bye bye.